Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de choisir Kifu Morning Post. Bienvenue à l'actualité du jour. Les FARDC ont repris l'axe en Pangoï TP à Mambasa, auparavant occupé par les ADF. L'armée poursuit son offensive pour sécuriser les populations et rétablir la libre circulation. Poursuivi dans l'affaire des décaissements contestés du Frivao, Constant Moutamba a quitté brusquement l'audience de la Cour des cassations ce lundi, dénonçant des fausses mentions dans sa citation, le refus d'enregistrer sa plainte contre un grief et une attente à ses droits de défense. Tous les jours, les rendez-vous d'information, l'actualité du jour. Les FARDC ont repris les contrôles de l'axe stratégique Pangoï-TP dans les territoires de Mambasa en Ituri, auparavant occupé par les ADF, sous le commandement du colonel Issa Abdul Karim. La 31e brigade poursuit son offensive afin de sécuriser les populations, rétablir la libre circulation et renforcer les efforts de pacification dans la province. Reportage. Dans le territoire de Mambasa, en province de l'Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC poursuivent leur offensive contre les EDF MTM ISCAP sur l'axe Pangoï TP, repris aux premières heures du mardi 21 juillet dernier. Sur les terrains, le colonel Issa Abdul Karim incarne une troupe décidée à ramener la paix, à sécuriser les populations et à rouvrir la libre circulation dans cette partie de la province, jadis triangle de la mort. Ici, les forces armées de la République démocratique du Congo maintiennent la pression sur les combattants EDF MTM ISCAP dans le territoire de Mambasa. La reprise de l'axe Pangoï TP marque une avancée stratégique dans les opérations de sécurisation. À la tête de cette mission, le colonel Issa Abdul Karim, commandant de la 31e brigade de défense principale, s'est montré ferme sur les règles d'engagement et la discipline militaire. C'est inconcevable d'aller sur la ligne de front en étant ivre. Il est également étonnant de voir des biens de la population être volés. Cela ne correspond pas au profil des bons soldats. Faire souffrir la population est inacceptable. Son attitude au plus près de ces hommes traduit une volonté de conduire les opérations dans le respect des consignes et avec un sens élevé du devoir. Cette ligne d'action s'inscrit dans la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de la dynamique de pacification portée en Ituri par le gouverneur militaire et commandant des opérations, le général-major Gabi Kasongo Mulumba. Toujours en froid avec ces hommes, le colonel Issa Abdul Karim donne l'image d'un officier de terrain déterminé à partager les mêmes efforts, le même risque et la même endurance que ses troupes en vue d'une victoire commune. Je l'ai dit au sommaire, poursuivi aux côtés de l'ancien coordonnateur du Frivao, Chansar Boukolela, dans une affaire de décaissement contestée de plusieurs millions de dollars, Constant Moutamba a comparu ce lundi devant la Cour des cassations. L'ancien ministre de la Justice a quitté l'audience en dénonçant de fausses mentions dans sa citation à comparaître, le refus d'enregistrer sa plainte contre un grief et une attente à son droit de soulever des exceptions de procédure. Combattu un système, le système mafieux, qui détruit ce pays, qui met à genoux ce pays, qui paupérise notre peuple. Et se sont organisés en un petit groupe pour non seulement me condamner injustement, mais aussi et surtout m'arrêter illégalement. Le peuple, vous avez continué à défendre la vérité et la justice. J'ai été hospitalisé pendant 10 mois. Lorsque les léopards se sont qualifiés
au mondial et que le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Tshisekedi, a organisé leur accueil devant ou à l'esplanade du Palais du Peuple, le peuple congolais a exigé, a réclamé la libération d'un innocent, l'ancien ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba. Et cela n'a pas plu à mes adversaires politiques. J'ai des audios. Juste après cette réclamation populaire, ces réseaux s'étaient encore constitués, réunis. Ils ont dit comment on va clouer cet innocent, ces braves, ces révolutionnaires panafricains. Ils se sont décidés de ressurgir un dossier qui avait déjà été clôturé. Le dossier Frival, un faux dossier. Ils ont pris l'ancien cordon Chansard comme un colis, comme une marchandise. L'affaire était déjà clôturée. Ils l'ont rappelé devant la cour d'appel, Gombe. Et ils se sont organisés pour que Moutamba sorte de son hôpital pour venir comparaître comme témoin. Alors qu'ils n'ont pas réussi. Alors que l'article 153 de la Constitution détermine clairement les personnes qui sont justiciables devant la Cour de cassation. Ce sont les ministres, les membres du gouvernement, les députés nationaux, les gouverneurs, vice-gouverneurs et autres. Est-ce qu'il y a un citoyen lambda du nom de Moutamba qui peut être justiciable devant la Cour de cassation? Parce qu'ici, on me prive du double degré de juridiction. Je ne bénéficie pas des privilèges de juridiction. Et cela viole la Constitution. Non seulement l'article 153, mais aussi l'article 19. Nul ne peut être soustrait à son juge naturel. C'est constitutionnel. Et on arrive ici. Et on regarde le dossier. La citation à prévenu est une fausse citation. Chers compatriotes, qui reprend des fausses mentions m'attribuées. Les greffiers de la Cour de cassation, messieurs Kinakina, et qu'ils sachent que nous allons le pourchasser jusque dans sa tombe. Ce pays n'appartient pas à un groupe d'individus. Ce pays, la justice ne devrait pas être confisquée par un groupe de mafieux. C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire? Les greffiers reprend des fausses mentions dans sa citation à prévu. Nous acceptons de venir comparaître. Nous demandons, présentez-nous alors cette citation comparaître. Les greffiers mentent. Et nous allons contester cette citation à prévenu devant les tribunaux des grandes instances. Mais, mes chers compatriotes, les tribunaux des grandes instances refusent de réceptionner la plainte. Ça veut dire la citation directe d'un citoyen, d'un justiciable. Vous avez déjà vu ça où? Et la Cour nous refuse le droit de soulever des exceptions et des moyens à notre disposition, des préalables. Et donc, pour ça, nous refusons de cautionner l'arbitraire. Qui me condamne à mort, je boirai la ciguë comme Socrate et je mourrai pour la justice et la vérité. La province d'Itanganyika a lancé la formation des 100 officiers de police judiciaire avec l'appui de la JICA et de l'OIM. Cette initiative vise à renforcer l'application de la loi, protéger le droit des citoyens et lutter contre l'impunité. Reportage. C'est à l'école de formation de la police nationale congolaise que le gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kitunga Muteba, a officiellement lancé ce lundi 29 juin 2026 la formation de 100 officiers de police judiciaire OPJ à compétence générale venus de l'ensemble de la province. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités politico-administratives, judiciaires et policières. Durant 3 mois, ces officiers bénéficieront d'une formation portant notamment sur la qualification
l'évaluation des infractions, le régime de la répression, les droits humains ainsi que d'autres matières essentielles à l'exercice de leurs fonctions, dans le but de renforcer la promotion de l'état de droit. Après différentes allocutions, notamment celle du chef de bureau de l'OIM et du coordonnateur national de la réforme de la police nationale congolaise, le gouverneur Christian Kitunga Muteba a déclaré que cette formation constitue une preuve éloquente de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui entend doter la province du Tanganyika d'officiers de police judiciaire capables de garantir l'application de la loi, de protéger les droits des citoyens et de jouer un rôle déterminant dans la lutte contre l'impunité. Dans un contexte où notre province continue de relever des importants défis sécuritaires et sociaux, le rôle des officiers de police judiciaire est capital. Vous êtes en effet un cœur de système judiciaire. Vous êtes le garant de l'application de la loi, les protecteurs de la liberté individuelle et collective, ainsi que les acteurs clés de la lutte contre l'impunité, telle que prônée par la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez le devoir de dire le droit, même si votre conviction personnelle ou vos sentiments vous obligent, mais vous êtes tenu par la loi de rester juste. Un bon policier protège d'abord les innocents avant de poursuivre le coupable. Un OPJ, c'est comme un médecin. Vous recevez un malade, vous posez d'abord des actes. Protégeons d'abord les innocents et par la suite poursuivre le coupable. J'exhorte également les formateurs à partager leurs expertises avec pédagogie et professionnalisme afin de garantir un transfert de compétences de qualité. Faites preuve de discipline, d'ouverture d'esprit et d'un engagement sans faille. Les connaissances et compétences que vous acquérez ici doivent se traduire concrètement sur les terrains au bénéfice de la population que vous servez. Sur ce, je déclare officiellement ouverte la formation des officiers de police judiciaire dans la province du Tanganyika. Je vous remercie. Il convient de souligner que cette formation appuyée par l'Agence japonaise de la coopération internationale JICA à travers l'Organisation internationale pour les migrations OIM s'inscrit dans l'engagement du gouverneur Kitunga Muteba à renforcer les capacités des services de sécurité et de justice afin d'offrir à la population du Tanganyika une justice plus efficace, plus professionnelle et respectueuse des droits humains. Le président de l'Assemblée nationale, Aimé Bodji Sangara, salue l'initiative du dialogue national inclusif lancée par le président de la République démocratique du Congo. Il estime que cette démarche favorise l'écoute, le rassemblement et la recherche d'un consensus pour renforcer la paix. Il appelle l'ensemble des députés nationaux à s'impliquer pleinement afin d'assurer la réussite de ces processus. De notre pays est marqué par la dernière rencontre du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec les représentants des confessions religieuses. Il a plu au président de la République, après avoir écouté toutes les parties et d'autres personnalités, d'initier un dialogue national inclusif. Cette démarche traduit sa volonté constante de privilégier l'écoute, le rassemblement et la recherche d'un consensus national autour des intérêts supérieurs de la République. L'histoire nous enseigne que les grandes nations sont celles qui savent transcender leurs divergences lorsque leur devenir est menacé. Plus que jamais,
L'unité nationale constitue notre première ligne de défense. Il appartient donc à chacun, dans le respect de nos institutions et de nos convictions, d'apporter sa contribution à cet élan de cohésion afin de faire front commun contre tous ceux qui portent atteinte à la paix, à la sécurité et à l'avenir de notre pays. Les divergences d'opinion sont le propre de toute démocratie vivante, mais lorsque la patrie est menacée, l'unité de la nation doit prévaloir sur toutes les autres considérations. C'est dans cet esprit noble de responsabilité que nous accueillons cette initiative du chef de l'État et devons jouer notre participation pour enfin tourner cette page sombre de l'histoire de notre pays. Je nous interpelle donc, en notre qualité de représentants légitimes du peuple congolais, d'intégrer désormais cette nouvelle donne dans notre agir afin d'œuvrer à la concrétisation et à la réussite de ce dialogue. En conséquence, l'Assemblée nationale, deuxième institution de la République, est appelée à accompagner ce processus en vue de son aboutissement heureux. Nous restons toujours à l'Assemblée nationale. Le professeur Patrick Matata Makalamba demande le maintien permanent du Parlement en session durant l'état des sièges. Il estime que les vacances parlementaires ne sont pas conformes à l'article 144 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, mon intervention va s'appuyer sur l'article 144 de la Constitution et l'article 23 du règlement intérieur, les points 32 et 33. Honorable Président, dans la vie des nations, il arrive qu'on se trompe une fois, deux fois, trois fois. Mais lorsqu'on se rend compte qu'on s'est trompé, il faut cesser de se tromper. Que dit l'article 144 de la Constitution? 134. 144. 44. Cet article dit ceci. En application des dispositions de l'article 85 de la présente Constitution, l'état de siège, comme l'état d'urgence, est déclaré par le président de la République. L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. S'ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet, conformément à l'article 116 de la présente Constitution. La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'alinéa précédent. Honorable Président, distingués collègues, à plein état de siège, on ne devrait jamais noter la clôture d'une session. Pourquoi? L'article 23 de notre règlement intérieur donne les attributions de la plénière. Le point 32, comme attribution de la plénière, mettre fin à tout moment avec le Sénat par une loi à l'état d'urgence ou l'état de siège. Point 33, autoriser avec le Sénat, à l'expiration du délai de l'état d'urgence ou de l'état de siège proclamé par le président de la République, la prolongation du dit délai pour des périodes successives de 15 jours. Donc, l'Assemblée nationale et le Sénat ont des matières, notamment concernant l'état de siège, en vertu de la Constitution, devraient rester. Ce n'est pas des sessions extraordinaires, ça n'a pas d'implication liée à la session extraordinaire, mais la Constitution voudrait qu'on ne puisse pas clôturer la session. Le 129 de la Constitution est très clair. La loi d'habilitation
ne doit pas forcément coïncider avec la durée des vacances parlementaires. Même en pleine session, pour raison d'urgence, le Parlement peut habiliter le gouvernement à prendre des lois. Donc, il n'est pas question de lier la période des vacances à la loi. Merci beaucoup. Chers collègues, vous avez totalement raison. Mais la coutume ici, la tradition ici, non, c'est pour des raisons pratiques. Allons-nous permettre au gouvernement de prendre des lois pendant que nous siégeons? Nous ne l'avons jamais fait. Toujours à Kinshasa, mais pour finir l'actualité du jour, le député national Eric Chikuma a interpellé l'Assemblée nationale sur la montée de l'insécurité à Kinshasa. Il a dénoncé la recrudescence des actes criminels dans plusieurs quartiers, notamment à Makala et Selembao. À travers une motion d'information, il demande au gouvernement de renforcer les mesures de sécurité, de protéger les citoyens et de rétablir l'ordre dans la capitale congolaise. Merci beaucoup, Président, pour la parole. Je vais devoir lire l'extrait de mon texte pour rester dans le temps et ne pas abuser de la patience de la plénière. Je prends parole aujourd'hui, chers collègues, avec gravité pour appeler à l'attention de la représentation nationale sur la dégradation préoccupante de la situation sécuritaire dans deux communes de ma circonscription, à savoir Makala et Selembao. Les faits récents sont d'une extrême gravité. Dans la commune de Makala, la famille de Arnaud Landungondi, habitant de l'avenue Kiyila dans le quartier Malala, et celle d'Étienne Mabiala, habitant le numéro 15 de l'avenue Makala dans le quartier Tampa, sont aujourd'hui plongés dans le deuil après que leur fils ait été abattu froidement par des hommes armés. Dans la commune de Selembao, au quartier Kalunga, la famille de M. Michou Minissa Maledi est elle aussi durement frappée. Éprouvée, leur fils a été abattu dans des circonstances tout aussi dramatiques, tandis que son frère Blanchard Moukoula-Ndongala, grièvement blessé par balle, bénéficie de soins appropriés. À travers ces deux familles, honorables députés, chers collègues, ce sont Makala, Selembao tout entière qui pleurent, qui s'interrogent et qui doutent. Lorsque des citoyens tombent ainsi sous les balles, il ne s'agit plus d'effets divers. C'est un signal d'alarme majeur. Honorables députés, chers collègues, à ces drames s'ajoutent d'autres cas signalés dans d'autres communes de la capitale, notamment Kalamou, où des citoyens, parmi eux des conducteurs de moto-taxi, ont été tués, attaqués dans un contexte de recrudescence d'insécurité urbaine. Ce qui touche aujourd'hui les communes de la Funa est hélas également vécu dans d'autres coins de la ville de Kinshasa. Plus préoccupant encore, plusieurs témoignages évoquent l'implication présumée de certains hommes en uniforme dans des actes de bavure, des tracasseries ou de violences. Ces allégations, si elles sont établies, seraient d'une gravité exceptionnelle, car dans un état de droit, la force publique doit rassurer et protéger. Elle ne peut en aucun cas devenir une source de peur pour la population. C'est pourquoi, honorables députés, chers collègues, j'invite solennellement la plénière à recommander en urgence au gouvernement de la République ce qui suit. Premièrement, l'ouverture immédiate d'enquêtes indépendantes crédibles et approfondies sur les cas précités ainsi que sur d'autres meurtres et violences signalés à travers la ville de Kinshasa. Deuxièmement, l'identification, l'arrestation et la traduction en justice de tous les auteurs, co-auteurs et complices, qu'ils soient civils ou porteurs d'uniformes. Troisièmement,
l'évaluation complète et l'assainissement du dispositif sécuritaire déployé dans les communes de Selembao et de Makala. Quatrièmement, la mise en place d'un plan d'urgence de sécurisation visible, coordonné et durable pour les communes de la Funa et les autres communes exposées de la ville de Kinshasa. Cinquièmement, une prise en charge étroite de blessés, notamment du survivant grièvement atteint à Selembao, ainsi qu'une assistance médicale, psychologique, sociale, financière et administrative aux familles éprouvées. Sixièmement, la protection des témoins et la présentation au bureau de notre Chambre d'un premier rapport circonstancié dans les 15 jours. J'ai saisi également cette auguste Assemblée afin qu'elle use avec toute sa rigueur de ses prérogatives de contrôle parlementaire, notamment en procédant à l'audition au sein de la Commission Défense et Sécurité des ministres en charge de l'Intérieur, de la Défense nationale et de la Justice sur les mesures de sécurisation renforcées face à cette résurgence d'insécurité. Je suggère également à notre auguste Assemblée de déployer une mission parlementaire à travers les 4 districts de la ville de Kinshasa pour une évaluation de terrain plus approfondie de l'ampleur de la situation sur la période allant de janvier à ces jours en vue d'éclairer la plénière sur des mesures urgentes à recommander au gouvernement. Honorable Président, distingués membres du Bureau, chers collègues, je vais chuter par là. La sécurité de nos citoyens n'est pas une faveur, elle est un devoir de l'État. La justice n'est pas une option, elle est une condition de confiance publique. Là où la vie de citoyens cesse d'être protégée, c'est la République démocratique du Congo elle-même qui recule. Makala et Selembao, mieux encore toutes les communes de la ville de Kinshasa et de notre cher et beau pays, ne demandent ni privilège ni exception. Elles demandent ce que la République doit à chacun de ses enfants, la protection, la justice et la dignité. Je vous remercie. Et c'est la fin de l'actualité du jour. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.